Je n'oublierai jamais le son de la voix de ma mère ce soir-là, flottant depuis le salon jusqu'à ma chambre où j'étais censée étudier pour mon examen de chimie. « Marguerite n'a pas besoin d'aller à Sciences Po », disait-elle à ma tante Claudette. « C'est une perte d'argent pour une fille qui va juste se marier et avoir des enfants. Son frère Alexandre, lui, c'est différent. Il est notre investissement pour l'avenir. » Mon stylo s'est figé au-dessus de mes notes. J'avais 16 ans et je venais d'apprendre que mon avenir avait déjà été décidé dans une conversation dont je ne faisais même pas partie. Ma tante a ri doucement, ce rire complice que j'avais entendu tellement de fois entre les femmes de ma famille. « Tu as raison, Sophie. Les filles, elles ont besoin d'une éducation basique, mais pas ces grandes écoles parisiennes qui coûtent une fortune. Marguerite peut aller à l'université locale, trouver un bon mari et nous donner des petits-enfants. C'est ce qui compte vraiment. » « Exactement, » a continué ma mère, et j'ai entendu le tintement de ses bijoux alors qu'elle devait faire un geste de la main. « Alexandre entrera à HEC ou à l'ESSEC. Il deviendra banquier ou consultant. Il nous rendra fiers. Avec les 2 enfants, on ne peut pas se permettre 2 éducations d'élite. Il faut être stratégique, Claudette. Il faut investir intelligemment. » Investir intelligemment, comme si nous étions des actions en bourse, comme si Alexandre était une valeur sûre et moi une obligation à faible rendement. Cette nuit-là, j'ai pleuré dans mon oreiller jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Mais quand le soleil s'est levé, j'avais pris une décision qui changerait tout. Si ma famille ne voulait pas investir en moi, alors je deviendrais mon propre investissement. Si mon avenir avait été décidé sans moi, alors je le redéciderais, seul, en secret, jusqu'à ce que personne ne puisse plus me l'enlever. Ce moment a marqué le début de ma double vie. Pendant les 3 années suivantes, j'ai vécu 2 existences parallèles dans la même maison. Le jour, j'étais Marguerite la docile, celle qui hochait la tête quand sa mère parlait de l'université de Rouen, celle qui souriait poliment quand son père suggérait des carrières appropriées pour les femmes, comme l'enseignement primaire ou l'assistance médicale. La nuit, j'étais une autre Marguerite, celle qui étudiait jusqu'à 3 heures du matin, celle qui cachait des livres de préparation aux grandes écoles sous son matelas, celle qui construisait un dossier académique si brillant que personne ne pourrait le nier. Mon frère Alexandre avait 3 ans de plus que moi et je ne lui en voulais pas vraiment. Ce n'était pas sa faute si nos parents avaient décidé qu'un seul de nous méritait leurs ressources. Il était gentil à sa manière, bien qu'un peu suffisant. Il avait un 14 de moyenne générale au lycée, ce qui était bien, mais pas exceptionnel. Pourtant, mes parents payaient pour ses cours particuliers coûteux, ses stages d'été dans des entreprises parisiennes, son abonnement à toutes les revues économiques importantes. Pendant ce temps, j'avais un 18 de moyenne générale et personne ne le remarquait vraiment. Ou plutôt, il le remarquait, mais le minimisait. « C'est bien, ma chérie », disait ma mère quand je montrais mes bulletins. « Tu es une bonne élève, mais les filles ont toujours de meilleures notes au lycée. C'est différent dans le monde réel, dans le monde professionnel. C'est là que les garçons excellent vraiment. » Cette logique tordue m'aurait fait rire si elle n'avait été si douloureuse. J'excellais, mais c'était diminué. Alexandre était moyen, mais c'était célébré comme du potentiel. Le système était truqué dès le départ et j'étais la seule qui semblait le voir. Ma bouée de sauvetage est venue d'un endroit inattendu. Madame Isabelle Beaumont, ma professeure de mathématiques en première. Elle m'a vue d'une façon que ma propre famille ne me voyait pas. Un jour, après la classe, elle m'a demandé de rester. « Marguerite, a-t-elle dit, ses yeux perçants fixés sur moi, tu es la meilleure élève de mathématiques que j'ai eue en 20 ans d'enseignement. Tes résultats sont extraordinaires. As-tu pensé à préparer les concours des grandes écoles ?» J'ai baissé les yeux vers mon cahier. Ma famille veut que j'aille à l'université locale. Ils disent que c'est plus raisonnable pour une fille. Le silence qui a suivi était si lourd que j'ai levé les yeux. Madame Beaumont me regardait avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Était-ce de la colère, de la tristesse, de la détermination ? « Ta famille se trompe, a-t-elle dit, ferme comme l'acier. Marguerite, tu as le niveau pour Polytechnique, pour Centrale, pour l'ENS. Tu pourrais devenir ingénieure, chercheuse, n'importe quoi. Limiter ton potentiel à cause de ton genre, c'est criminel. » « Mais les grandes écoles coûtent cher, » j'ai murmuré. Et mon frère, « Les grandes écoles publiques françaises sont pratiquement gratuites. Polytechnique, les élèves sont payés. L'ENS, idem. Centrale, mine, pont, les frais sont minimes comparés aux écoles de commerce.
Marguerite, si tu réussis ces concours, cela ne coûtera presque rien à ta famille. Tu ne prendras rien à ton frère. » Cette conversation a planté une graine qui a germé dans les mois suivants. En secret, avec l'aide de Madame Beaumont, j'ai commencé à préparer les concours des grandes écoles. Elle m'a prêté des livres de sa collection personnelle, m'a donné des problèmes supplémentaires à résoudre, m'a guidé à travers les subtilités des concours que seuls les étudiants des lycées parisiens d'élite connaissent généralement. « Tu devras travailler 2 fois plus dur que les autres », m'a-t-elle averti. Les étudiants qui préparent ces concours font généralement une classe préparatoire pendant 2 ans. Toi, tu vas devoir atteindre ce niveau en étudiant seul, la nuit, sans que ta famille le sache. Ce sera épuisant. Je peux le faire, j'ai dit, et je le pensais, parce que l'alternative était d'accepter l'avenir que ma mère avait décidé pour moi dans une conversation à laquelle je ne faisais même pas partie. Et ça, je ne pouvais pas l'accepter. Les 2 années suivantes ont été les plus difficiles de ma vie. Je me levais à 5 heures du matin pour étudier avant que ma famille ne se réveille. Je passais mes pauses déjeuner à la bibliothèque du lycée résolvant des problèmes de mathématiques et de physique. Le soir, après le dîner, je prétendais être fatiguée et montais dans ma chambre où j'étudiais jusqu'à minuit ou 1 heure du matin. À la maison, la préparation d'Alexandre pour les écoles de commerce était un événement familial. Le salon s'était transformé en centre de commandement pour ses applications. Mon père avait engagé un coach privé à 80 € de l'heure pour l'aider avec ses entretiens. Ma mère avait fait faire des costumes sur mesure pour ses journées de concours. « Marguerite, baisse la musique !» criait régulièrement ma mère. « Alexandre prépare son oral à l'ess sec en haut. » Je baissais docilement le volume et continuais à lire mon livre, une lecture de thermodynamique cachée à l'intérieur d'un roman. Il ne le savait pas, il ne devinait même pas. Puis est venu le moment le plus difficile, les inscriptions au concours. Il fallait payer des frais d'inscription, remplir des formulaires, fournir des documents. Comment pouvais-je faire tout cela sans que ma famille le découvre ? Madame Beaumont m'a aidée encore une fois. « Utilise l'adresse du lycée pour tout le courrier », m'a-t-elle conseillé. « Je superviserai personnellement ta boîte lettrée. Pour les frais d'inscription, j'ai un fonds discrétionnaire pour aider les élèves méritants. C'est exactement pour ces situations comme celle-ci. »« Je ne caseptais pas votre argent », j'ai protesté. « Ce n'est pas mon argent », a-t-elle corrigé. C'est un fonds créé par d'anciens élèves, spécifiquement pour aider les étudiants talentueux qui font face à des obstacles financiers. Tu rembourseras en aidant la prochaine génération quand tu seras une ingénieure accomplie. Ainsi, en secret total, j'ai postulé pour Polytechnique, Centrale Paris, l'ENS, les Mines et Ponts et Chaussées. J'ai passé les écrits dans des salles d'examen à 3 heures de chez moi, prétendant à mes parents que j'étais chez des amis pour réviser le baccalauréat. Les mois d'attente ont été une torture. À la maison, Alexandre recevait ses résultats, acceptés à l'EDEC avec une liste d'attente pour HSC. Mes parents ont ouvert du champagne, invité toute la famille, organisé une fête. J'ai souri, j'ai applaudi, j'ai dit toutes les bonnes choses. Mais à l'intérieur, je me demandais si mes propres résultats arriveraient jamais. Puis, un mardi après-midi de juin, Madame Beaumont m'a trouvée dans la cour du lycée. Son visage était pâle, ses mains tremblaient légèrement. « Marguerite » a-t-elle dit, sa voix à peine audible. « Viens avec moi, maintenant. » Mon cœur battait si fort que je pensais que tout le monde pouvait l'entendre. Je l'ai suivie jusqu'à son bureau, où elle a fermé la porte et s'est appuyée contre elle, comme si ses jambes ne pouvaient plus la porter. « Tu as été admise » a-t-elle murmuré, et des larmes coulaient maintenant sur ses joues. « Marguerite, tu as été admise à Polytechnique, et à Centrale, et aux Mines. Tu as réussi les 3. » Le monde s'est arrêté. « Quoi ? » « Polytechnique » a-t-elle répété. Et maintenant, elle riait à travers ses larmes. « Tu es classée 47e sur plus de 3000 candidats. Marguerite, tu entres à l'école Polytechnique. Tu sais ce que cela signifie ? » Je le savais. Polytechnique était l'école d'ingénieurs la plus prestigieuse de France, peut-être d'Europe. Les étudiants portaient un uniforme militaire. Ils recevaient un salaire pendant leurs études. Les diplômés devenaient PDG, ministres, leaders dans tous les domaines. Et moi, Marguerite Beaumont, la fille dont la mère avait décidé qu'elle n'avait besoin que d'une éducation basique, j'avais été acceptée. « Comment vais-je le dire à ma famille ?» ai-je murmuré. Madame Beaumont est devenue sérieuse. « Marguerite, tu dois leur dire, ce n'est pas quelque chose que tu peux cacher. Et d'ailleurs, pourquoi le cacherais-tu ?
Tu viens d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Polytechnique. Les frais sont minimes, tu recevras même un salaire. Tu ne prends rien à personne, c'est purement ton mérite. » Elle avait raison, mais mon estomac était noué d'anxiété. Ce soir-là, je suis rentrée à la maison avec l'enveloppe officielle de Polytechnique cachée dans mon sac. J'avais prévu de la montrer pendant le dîner, de faire une grande annonce, de leur prouver que j'étais plus qu'ils n'avaient imaginé. Mais quand je suis rentrée, j'ai trouvé ma famille dans le salon, célébrant encore. Alexandre avait été retiré de la liste d'attente de HEC, il était officiellement admis. Ma mère pleurait de joie, mon père était au téléphone avec tous ses amis. C'était le moment d'Alexandre, son triomphe, et je ne pouvais pas le lui voler. Alors, j'ai attendu. J'ai souri, j'ai félicité Alexandre, j'ai participé à la célébration. L'enveloppe de Polytechnique brûlait dans mon sac, mais je l'ai laissée là. Ce soir-là, Alexandre est venu dans ma chambre. Il semblait étrangement pensif pour quelqu'un qui venait d'être accepté à HEC. « Margot, tu sais que je sais, non ? » ?»« Savoir quoi ? » ?»« Que tu es plus intelligente que moi, que tu l'as toujours été. » Il s'est assis sur mon lit, regardant ses mains. « Tu as 18 de moyenne, moi, j'ai 14. Tu es première en maths, en physique, en tout. Et pourtant, maman et papa investissent tout en moi. » Je ne savais pas quoi dire. « C'est injuste, » il a continué. « Je le sais, même si j'en ai profité. Et parfois, je me demande si tu avais eu toutes les opportunités que j'ai eues, les cours privés, les stages, le soutien, où serais-tu maintenant ? » « Alexandre, je sais que tu prépares quelque chose, » dit-il doucement. « Je t'entends étudier la nuit, je vois les livres que tu caches. Je ne suis peut-être pas un génie, Margot, mais je ne suis pas aveugle. » Il m'a regardé directement. « Quoi que tu planifies, je te soutiens. Tu mérites plus que ce que cette famille t'a donné. » Ces mots m'ont fait pleurer. Mon frère, qui avait bénéficié de toute l'attention et les ressources, était le seul à voir l'injustice de tout ça. Je vais à Polytechnique. J'ai été acceptée aujourd'hui. Le choc sur son visage était total. Polytechnique ? L'école Polytechnique ? Margot, c'est... Je le sais. C'est 100 fois plus difficile qu'HEC. Il s'est levé, commençant à faire les 100 pas. Comment as-tu fait ? Quand ? Margot, c'est incroyable. Tu dois le dire à maman et papa maintenant. Ce n'est pas si simple. Si, ça l'est, a-t-il insisté. Margot, tu viens d'entrer dans la meilleure école d'ingénieurs de France. Tu ne peux pas garder ça secret. Tu ne dois pas. Il avait raison. Le lendemain, j'ai décidé de leur dire. J'ai attendu le dîner quand nous étions tous assis autour de la table. Mon cœur battait si fort que je pouvais à peine respirer. J'ai quelque chose à annoncer, et ma voix tremblait. Ma mère a levé les yeux de son assiette. Oui, chérie. J'ai été acceptée à l'école Polytechnique. Le silence qui a suivi était si complet que j'aurais pu entendre une épingle tomber. Ma mère a cligné des yeux. Mon père a posé sa fourchette. « Pardon ?» dit ma mère finalement. « Polytechnique. J'ai passé les concours de Polytechnique et j'ai été acceptée. Je suis classée 47e sur plus de 3000 candidats. »« Tu as passé les concours de Polytechnique ?» répéta mon père lentement, comme s'il essayait de comprendre une langue étrangère. « Quand ? Comment ? » J'ai étudié seule pendant 2 ans. Madame Beaumont m'a aidée. J'ai passé les écrits en mai et les oraux la semaine dernière. La semaine dernière ? La voix de ma mère montait. Tu étais censée être chez Amélie pour réviser le baccalauréat. J'étais à Paris pour mes oraux de Polytechnique. Mon père s'est levé brusquement. Tu nous as menti. Pendant 2 ans, tu nous as menti. Vous aviez déjà décidé de mon avenir, dis-je, sentant des larmes brûler mes yeux. Dans une conversation à laquelle je n'étais même pas, j'avais 16 ans et j'ai entendu maman dire à tante Claudette que je n'avais pas besoin d'une grande école, que j'allais juste me marier et avoir des enfants. Vous avez décidé que j'étais un mauvais investissement. Ma mère devint pâle. Tu as entendu ça ? J'ai tout entendu. Comment vous ne pouviez investir que dans un enfant ? Comment Alexandre était l'investissement intelligent ? Comment mon avenir était l'université locale et un bon mari ? Les larmes coulaient maintenant. Alors j'ai décidé que si vous ne vouliez pas investir en moi, je le ferais moi-même. Polytechnique. L'école Polytechnique, murmura mon père, se rasseyant lentement. Plus prestigieux que HEC,
termina Alexandre calmement. Papa, Margot vient d'entrer dans la meilleure école d'ingénieurs de France. Elle est 47e sur 3000 candidats. C'est extraordinaire. Mais les frais, commença ma mère, nous ne pouvons pas payer pour 2 écoles coûteuses. Polytechnique est pratiquement gratuite. Les étudiants sont considérés comme des fonctionnaires en formation. Je recevrai un salaire de 900 € par mois. Cela ne vous coûtera rien. Pas un seul euro. Le silence revint, mais différent cette fois. Mes parents se regardaient, communiquant sans mots de cette façon que font les couples mariés depuis longtemps. « Ce n'est pas mon argent », a-t-elle corrigé. « C'est un fonds créé par d'anciens élèves spécifiquement pour aider les étudiants talentueux qui font face à des obstacles financiers. Tu rembourseras en aidant la prochaine génération quand il sera une ingénieure accomplie. » Ainsi, en secret total, j'ai postulé pour Polytechnique, Centrale Paris, l'ENS, les mines et ponts et chaussées. J'ai passé les écrits dans des salles d'examen à 3 heures de chez moi, prétendant à mes parents que j'étais chez des amis pour réviser le baccalauréat. Les mois d'attente ont été une torture. À la maison, Alexandre recevait ses résultats, accepté à l'EDEC avec une liste d'attente pour HEC. Mes parents ont ouvert du champagne, invité toute la famille, organisé une fête. J'ai souri, j'ai applaudi, j'ai dit toutes les bonnes choses. Mais à l'intérieur, je me demandais si mes propres résultats arriveraient jamais. Puis, un mardi après-midi de juin, Madame Beaumont m'a trouvée dans la cour du lycée. Son visage était pâle, ses mains tremblaient légèrement. « Marguerite » a-t-elle dit, sa voix à peine audible, « viens avec moi, maintenant. » Mon cœur battait si fort que je pensais que tout le monde pouvait l'entendre. Je l'ai suivie jusqu'à son bureau, où elle a fermé la porte et s'est appuyée contre elle, comme si ses jambes ne pouvaient plus la porter. « Tu as été admise », elle a murmuré, et des larmes coulaient maintenant sur ses joues. « Marguerite, tu as été admise à Polytechnique et à Centrale et aux mines. Tu as réussi les 3. » Le monde s'est arrêté. « Quoi ? Polytechnique ?» elle a répété, et maintenant elle riait à travers ses larmes. « Tu es classée 47e sur plus de 3000 candidats. Marguerite, tu entres à l'école Polytechnique. Tu sais ce que cela signifie ?» Je le savais. Polytechnique était l'école d'ingénieurs la plus prestigieuse de France, peut-être d'Europe. Les étudiants portaient un uniforme militaire. Ils recevaient un salaire pendant leurs études. Les diplômés devenaient PDG, ministres, leaders dans tous les domaines. Et moi, Marguerite Beaumont, la fille dont la mère avait décidé qu'elle n'avait besoin que d'une éducation basique, j'avais été acceptée. « Comment vais-je le dire à ma famille ?» ai-je murmuré. Madame Beaumont est devenue sérieuse. « Marguerite, tu dois le dire. Ce n'est pas quelque chose que tu peux cacher. Et d'ailleurs, pourquoi le cacherais-tu ? Tu viens d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Polytechnique, les frais sont minimes, tu recevras même un salaire. Tu ne prends rien à personne, c'est purement ton mérite. » Elle avait raison, mais mon estomac était noué d'anxiété. Ce soir-là, je suis rentrée à la maison avec l'enveloppe officielle de Polytechnique cachée dans mon sac. J'avais prévu de la montrer pendant le dîner, de faire une grande annonce, de leur prouver que j'étais plus qu'ils n'avaient imaginé. Mais quand je suis entrée, j'ai trouvé ma famille dans le salon, célébrant encore. Alexandre avait été retiré de la liste d'attente de HEC. Il était officiellement admis. Ma mère pleurait de joie. Mon père était au téléphone avec tous ses amis. C'était le moment d'Alexandre, son triomphe, et je ne pouvais pas le lui voler. Alors j'ai attendu. J'ai souri, j'ai félicité Alexandre, j'ai participé à la célébration. L'enveloppe de Polytechnique brûlait dans mon sac, mais je l'ai laissée là. Ce soir-là, Alexandre est venu dans ma chambre. Il semblait étrangement pensif pour quelqu'un qui venait d'être accepté à HEC. « Margot », il a dit, en utilisant mon surnom d'enfance, « tu sais que tu sais, non ?»« Savoir quoi ? Que tu es plus intelligente que moi, que tu l'as toujours été. » Il s'est assis sur mon lit, regardant ses mains. « Tu as 18 de moyenne, moi j'ai 14. Tu es première en maths, en physique, en tout. Et pourtant, maman et papa investissent tout en moi. » Je ne savais pas quoi dire. « C'est injuste, » il a continué. « Je le sais, même si j'en ai profité. Et parfois je me demande, si tu avais eu toutes les opportunités que j'ai eues, les cours privés, les stages, le soutien, où serais-tu maintenant ?»« Alexandre, je sais que tu prépares quelque chose, » il a dit doucement. « Je t'entends étudier la nuit, je vois les livres que tu caches. Je ne suis pas peut-être un génie, Margot, mais je ne suis pas aveugle. » Il m'a regardé directement. « Quoi que tu planifies, je te soutiens. Tu mérites plus que ce que cette famille t'a donné. » Ces mots m'ont fait pleurer.
Mon frère, qui avait bénéficié de toute l'attention et les ressources, était le seul à voir l'injustice de tout cela. Je vais à Polytechnique. J'ai été acceptée aujourd'hui. Le choc sur son visage était total. Polytechnique? L'école Polytechnique? Margot, je le sais. C'est plus difficile que HEC. Il s'est levé, commençant à faire les 100 pas. Quand as-tu... Margot, c'est incroyable. Tu dois le dire à maman et papa maintenant. Ce n'est pas si simple. Si, ça l'est. Margot, tu viens d'entrer dans la meilleure école d'ingénieurs de France. Tu es 47e sur 3000 candidats. C'est extraordinaire. Mais les frais, commença ma mère, nous ne pouvons pas payer pour 2 écoles coûteuses. Polytechnique est pratiquement gratuite. Les étudiants sont considérés comme des fonctionnaires en formation. Je recevrai un salaire de 900 € par mois. Cela ne vous coûtera rien, pas 1 euro. Le silence revint, mais différent cette fois. Mes parents se regardaient, communiquant sans mots de cette façon que font les couples mariés depuis longtemps. « Je suis en train de vivre à travers toi », m'a-t-elle avoué un jour. Les études que je n'ai jamais faites, la carrière que je n'ai jamais eue. C'est égoïste, je sais, mais te voir réaliser ces choses, ça guérit quelque chose en moi. Ce n'est pas égoïste, maman, ai-je dit doucement. C'est humain. À la fin de ma première année, j'ai été classée dans le top 15% de ma promotion. J'ai été acceptée dans le laboratoire de recherche de mon choix pour mon stage d'été. Et quand je suis rentrée à la maison pour les vacances, mes parents ont organisé un dîner pour célébrer. Pas une grande fête comme pour Alexandre, juste un dîner en famille. Mais c'était suffisant. Mon père a levé son verre ce soir-là. « À Marguerite », a-t-il dit, et sa voix s'est brisée légèrement. « Nous avons fait beaucoup d'erreurs en tant que parents. Nous avons limité tes rêves quand nous aurions dû les encourager. Nous avons investi dans ton frère et négligé ton potentiel. Mais tu as prouvé que tu n'avais pas besoin de nous pour réussir. Tu l'as fait toute seule, et c'est peut-être encore plus impressionnant. » Je n'étais pas toute seule, ai-je corrigé. J'avais Madame Beaumont, et au fond, même si vous ne le saviez pas, je vous avais aussi. Tout ce que vous m'avez enseigné sur le travail acharné, sur la persévérance, sur ne jamais abandonner, je l'ai utilisé. Vous m'avez donné les outils, je les ai juste utilisés d'une manière que vous n'aviez pas prévue. 3 ans plus tard, j'ai obtenu mon diplôme de Polytechnique avec mention. J'ai été acceptée dans un programme de doctorat à Stanford en aérospatiale entièrement financé. Alexandre a obtenu son diplôme de HEC et a trouvé un bon poste dans une banque à Paris. Nous avons célébré nos 2 succès ensemble, nos parents rayonnant de fierté pour nous deux. Aujourd'hui, je travaille pour l'Agence spatiale européenne, concevant des systèmes pour des satellites d'observation de la Terre. Je vis le rêve que j'ai construit en secret pendant ces années au lycée, le rêve que ma famille ne pensait pas que je devais avoir. Ma mère et moi avons maintenant une relation que nous n'aurions jamais pu avoir si je n'avais pas pris mon avenir en main. Elle me pose des questions sur mon travail, lit des articles sur l'aérospatiale pour pouvoir comprendre ce que je fais. Elle m'a même avoué qu'elle fait des cours en ligne de mathématiques le soir, juste pour le plaisir, dit-elle. Mais je pense que c'est plus que ça. Je pense qu'elle explore la personne qu'elle aurait pu être. Mon père m'a présenté à tous ses collègues et amis. « Ma fille, l'ingénieur spatial », dit-il, et je peux entendre la fierté dans sa voix chaque fois. Il a parcouru un long chemin depuis l'homme qui pensait que j'avais juste besoin d'une éducation basique. Alexandre et moi sommes proches d'une manière que nous n'aurions jamais pu l'être si nous étions restés dans cette dynamique de compétition que nos parents avaient créée. Il est heureux dans sa carrière bancaire, je suis heureuse dans mon travail spatial. Nous avons arrêté d'essayer de nous mesurer l'un l'autre et avons simplement commencé à nous soutenir mutuellement. Mais la personne à qui je pense le plus souvent est Madame Beaumont. Elle a pris sa retraite maintenant, mais nous restons en contact. Je la rends visite chaque fois que je suis en France et chaque fois, elle veut entendre parler de mes derniers projets. « Tu sais, m'a-t-elle dit lors de ma dernière visite, j'ai enseigné pendant 35 ans. J'ai eu des centaines d'élèves brillants, mais toi, Marguerite, tu es celle dont je suis le plus fière. Non pas parce que tu étais la plus intelligente, bien que tu l'étais, mais parce que tu as refusé d'accepter les limites que d'autres voulaient te mettre. Tu as pris ton avenir en main. » Je voulais montrer que c'était possible, lui ai-je dit. Sans vous, j'aurais peut-être juste accepté ce que ma famille avait décidé. Non, a-t-elle dit avec un sourire. Non, Marguerite, tu aurais trouvé un moyen. Peut-être pas à Polytechnique spécifiquement, mais tu aurais trouvé un moyen de devenir plus que ce qu'ils imaginaient. Certaines personnes sont comme ça, elles ont un feu à l'intérieur que personne ne peut éteindre. Elle avait peut-être raison, mais je suis gratifiée de ne pas avoir eu à le découvrir.
Aujourd'hui, quand de jeunes femmes me contactent pour des conseils, quand elles me disent que leur famille ne croit pas qu'elles peuvent faire des études en STEM, quand elles me confient que leur avenir a été décidé sans elles, je leur raconte mon histoire. Je leur parle de cette soirée où j'avais 16 ans, de cette conversation que j'ai entendue depuis ma chambre, de cette conversation qui a décidé que je n'avais pas besoin d'une éducation grande. Je leur parle de la douleur de vivre dans une maison où ton potentiel est minimisé chaque jour. Je leur parle des 2 années d'études secrètes, des nuits sans sommeil, de la peur constante d'être découverte. Mais je leur parle du triomphe, de l'enveloppe de Polytechnique, de la fierté dans les yeux de Madame Beaumont, de ma mère réalisant finalement qui j'étais vraiment, de mon père apprenant à voir sa fille différemment, de la carrière que j'ai construite, des satellites que j'ai aidé à concevoir, de la vie que j'ai créée pour moi-même. Ton avenir peut être décidé dans une conversation à laquelle tu n'assistes pas, mais tu peux le redécider, dans tes propres conversations, dans ton propre cœur, dans ton propre travail acharné. Personne n'a le pouvoir de limiter ton potentiel, sauf toi. Mon avenir a été décidé dans une conversation à laquelle je n'assistais pas, mais j'ai redécidé ce futur dans un millier de moments silencieux, dans un millier d'heures d'études, dans un millier de choix de ne pas accepter les limites que d'autres voulaient me mettre. Et maintenant, quand je regarde les étoiles la nuit, les mêmes étoiles que je regardais ce soir dans le jardin avec Alexandre, je souris, parce que certains de ces points lumineux dans le ciel sont des satellites que j'ai aidés à concevoir, ma marque sur l'univers, ma preuve que cette conversation, celle qui était censée définir ma vie, avait tort. Mon avenir n'a pas été décidé dans cette conversation, il a été décidé par moi, chaque jour, chaque choix, chaque refus d'être moins que ce que je savais pouvoir être. Et c'est la plus belle revanche de toutes.